Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Nous sommes à peine 50 jours après l'investiture de Donald Trump et les équilibres mondiaux sont bouleversés comme jamais. Au cœur des attentions, bien sûr, la guerre en Ukraine, mais surtout les perspectives de paix qui chamboulent encore plus les équilibres. Alors quel avenir pour l'Europe? Quel avenir pour nos nations dans ce futur incertain? Quel avenir, bien sûr, pour les relations entre Moscou et Washington et pour ces pays que d'aucuns nomment du Sud global? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission. Mais avant, comme chaque semaine, je compte sur vous pour que vous m'accordiez ces quelques secondes si précieuses. Alors pensez bien sûr à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça améliore considérablement le référencement de cette vidéo. Pensez bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne de TVL pour recevoir toutes les notifications. Et puis bien sûr, on se retrouve dès à présent dans les commentaires pour m'écrire vos suggestions au fil de cette émission. C'est parti, à tout de suite. Et à mes côtés cette semaine, Jacques Sapir. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau à nos côtés. Vous êtes géopolitologue, économiste, spécialiste des questions stratégiques et monétaires, directeur d'études de l'EHESS. Vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences de Russie. Et puis vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur la question de l'euro notamment, mais vous avez aussi publié plus récemment aux éditions Perspectives Libres de notre ami Pierre-Yves Rougeron, La fin de l'ordre occidental. Et bien sûr, chers téléspectateurs, vous pouvez dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, en faire l'acquisition sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors la semaine dernière, Jacques Sapir, à votre place, c'était Régis Le Sommier. Les téléspectateurs ont pu s'en rendre compte, nous avions enregistré vendredi matin, comme cette semaine, et par conséquent, nous n'avons pas pu évoquer, bien sûr, la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump et J.D. Vance à Washington. J'en étais évidemment désolé, mais on va se rattraper aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cette séquence que beaucoup ont qualifiée d'historique? Alors oui, c'est une séquence qui va marquer les choses, peut-être parce que elle a permis à Trump et à son vice-président J.D. Vance de bien faire rentrer cette idée que ils étaient passés à autre chose, que les États-Unis allaient suivre une ligne un petit peu différente. Après, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu extraordinaire, parce que, normalement, quand des présidents se rencontrent, et qu'ils sont devant la presse, tout le monde se congratule, on dit des choses banales, quitte par ailleurs à se crêper le chignon quand on est entre quatre murs et quand la presse n'est pas là. Bien. Et là, ce qui se passe, c'est que on a Zelensky qui arrive dans la réunion, qui cherche à faire changer d'attitude Donald Trump, ce qui est une erreur. D'abord parce que on ne fait pas ça en public. On peut tout à fait le contredire, si vous voulez. Ça ne me pose pas de problème. Mais on ne le fait pas en public, d'autant plus quand on est face à Donald Trump, qui, outre le fait qu'il soit président des États-Unis, a un certain ego, et même un ego certain, ce qui, je pense, ne vous a pas échappé. Bon, il est très clair que ce n'était pas l'endroit. Et on voit très bien, quand on regarde la totalité de la vidéo, parce que c'est une séquence, il faut rappeler, elle fait 46 minutes. Absolument. On insiste toujours sur les 7 à 8 dernières minutes. Absolument. Mais elle commence très bien. En fait, le président ukrainien, le président américain et son vice-président, bon, ils discutent calmement, etc. Parce que beaucoup ont considéré que c'était un traquenard tendu par Donald Trump. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que si c'était un traquenard, il aurait attaqué d'emblée. Et c'est lui qui aurait porté le... Mais si je peux me permettre, quand Zelensky arrive et qu'il lui dit « tu t'es habillé aujourd'hui pour l'occasion », alors, il a fait ça, normalement c'était hors caméra, c'est quand Zelensky sort de sa voiture. Bon, on sait que les Américains sont assez pointilleux là-dessus. Bon, en particulier sur les choses qui se passent dans le bureau ovale, enfin, bon, d'accord. Après, c'est pas Trump qui remet la question sur le tapis, pas lui, c'est un journaliste qui visiblement s'étonne que Zelensky, et normalement, si vous voulez, Zelensky avait parfaitement la possibilité là de s'expliquer,
Et dire, voilà, mon pays est en guerre. La première chose que je souhaite, c'est d'être en mesure de remettre un costume, et j'espère qu'avec l'aide du président Trump, nous arriverons effectivement à conclure une paix, etc. Et là, il passait un beau coup de brosse à Trump, ça fait toujours plaisir. Bon, non, il se cabre à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté de la part de Donald Trump de démonter un peu ce côté produit marketing de Zelensky qui s'est mis en scène depuis le début de la guerre, quand même loin du front à chaque fois, même s'il est allé voir les soldats, en kaki, en tenue de... comme d'ailleurs Emmanuel Macron a pu le faire par le passé, dans d'autres circonstances. Est-ce que c'était pas un peu ça que Donald Trump voulait aller chatouiller ? Alors... c'est pas lui, je le répète, c'est pas lui qui pose la question. Lui, il n'en parle à Zelensky que quand Zelensky arrive sur le perron de la Maison Blanche, très clairement. Bon, après que Donald Trump, qui est un homme de télévision, faut pas l'oublier, il a eu son show télévisé pendant pratiquement 20 ans. Bon. Il le dit d'ailleurs à la fin de l'entretien avec Zelensky. Il dit ça va faire une super séquence pour la télé. Tout à fait. Bon, donc. Qu'il ait voulu, d'une certaine manière, mettre son interlocuteur en position d'infériorité, c'est une vieille habitude dans toutes les relations internationales, si vous voulez. Vous savez qu'il y avait même, je crois que c'était le roi de Prusse qui avait fait construire des fauteuils pour ses invités qui étaient légèrement inclinés. Donc les invités glissaient sur le fauteuil, ils étaient toujours obligés de se rattraper, et ce qui les mettait dans une situation de gêne face au roi. Bon, c'est quelque chose qui fait partie de la tactique des relations internationales. Il y a ceux qui mettent des talonnettes aussi. Voilà, bon. C'est quelque chose de tout à fait habituel. Alors, un autre point sur lequel Zelensky n'a pas été professionnel, c'est que quand on va dans ce type de réunion, quand on sait qu'on aura face à soi, un interlocuteur qui n'est pas nécessairement acquis à votre cause. Bon, qui peut vous poser des problèmes. Bien. La première chose que l'on fait, c'est qu'on prend un traducteur. Pourquoi ? Parce que le fait de la traduction, ça introduit un délai avant votre réponse. Donc vous avez le temps de réfléchir à votre réponse. Vous ne répondez pas, je dirais, sous la pression de l'immédiateté. Vous avez le temps de prendre un petit peu de recul. Bon. J'avoue que c'est quelque chose, quand j'ai été envoyé dans des réunions officielles, que j'ai pratiqué assez systématiquement. Si vous voulez, alors j'ai aucun problème en anglais, mais je demandais un traducteur, justement. C'est un confort supplémentaire. C'était pour un confort. Et puis pour une autre chose, c'est aussi pour marquer, je dirais, la présence du français. Donc je faisais exprès, en réunion officielle, de m'exprimer en français. Bon, c'était dans le cadre de l'OTAN. Et donc voilà, ça ce sont des règles minimales. Et on a eu le sentiment aussi que Zelensky ne maîtrisait pas totalement le français. L'anglais. Oui, par ailleurs, il n'est visiblement pas très bon en anglais. Spontanément, il repasse au russe. Ça, c'est un point intéressant. Et d'ailleurs, quand on l'entend parler en ukrainien, son ukrainien est laborieux. Si vous voulez, son russe est bien meilleur. Hein. Son russe est complètement fluide. Là, il n'y a aucun problème. Et une dernière chose, bon, il a, je dirais, cet argument avec J.D. Vance, et il laisse échapper, et on l'entend d'ailleurs dans la vidéo, une insulte grave en russe. Alors, qu'il ne soit pas capable de se retenir, c'est énorme. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est que... Donc ça, c'est pas une fake news, il a véritablement lancé Souka. une insulte. Souka, fils de pute. Ok. Au vice-président des États-Unis. Au vice-président. Alors, il le dit bas, mais il le dit, on l'entend. Si on en parle aujourd'hui, c'est que c'était voilà. pas si bas. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où l'ambassadrice d'Ukraine à Washington prend sa tête dans ses mains. Bah, il y a de quoi. Tout à fait, bah oui, elle est effondrée par ce qui se passe. Alors, si vous voulez, si ça s'était passé au début de la guerre, hein, on aurait dit, voilà, Zelensky n'a pas l'habitude des réunions internationales, etc. Quand même, là, ça fait 3 ans que Zelensky va dans des réunions internationales à très haut niveau. Et ce que je ne comprends pas, c'est que personne ne lui ait expliqué les règles. Même chose, par exemple, cette réunion,
on sait que Trump n'en voulait pas parce que Zelensky traînait pour signer l'accord. Et la position de Trump, c'était ou tu signes et tu viens, ou tu restes chez toi. Bon. C'est Emmanuel Macron qui, visiblement... C'est ce qu'a dit la presse, en tout voilà, cas, oui. a fait, disons, un gros lobbying auprès de Trump et auprès de Zelensky. Il lui dit, voilà, bon, il faut absolument que vous vous rencontriez, c'est important. Bon, ce qui peut se comprendre, d'ailleurs, là, il n'y a rien à dire. Mais, ayant fait ce lobbying, la première chose que Macron devait faire, c'était de dire à Zelensky, attends, tu vas en milieu assez hostile, donc, qu'est-ce que tu veux? Tu les feras pas changer, tu peux par contre peut-être essayer d'obtenir 2-3 choses, donc ce n'est pas une discussion où tu feras changer tes interlocuteurs. Mais il n'a pas de conseiller, Volodymyr Zelensky? Alors, on sait qu'il en a 2 ou 3, mais c'est plutôt des conseillers sur la situation militaire et politique en Ukraine. On ne connaît pas, si vous voulez, il n'y a pas de nom qui émerge en termes de conseiller international. Et par ailleurs, si vous voulez, c'est même pas un conseiller, c'est n'importe qui, si vous voulez, dans un ministère des Affaires étrangères ukrainien, aurait pu lui dire, Monsieur le Président, voilà quelles sont les règles minimales à respecter. Donc ça, c'est autre chose, mais ça aussi, je précise, on est dans une logique où désormais, la diplomatie, elle a été transférée des professionnels aux amateurs. Si vous voulez, traditionnellement, bah oui, la diplomatie, ce sont des appareils, ce sont les appareils des affaires étrangères. C'est le rôle des ministres des affaires étrangères. Regardez en Russie. C'est Lavrov qui gère ça, avec son style d'ailleurs assez particulier, assez inimitable. Bon. Mais là, on a aujourd'hui des gens qui sont sur la question des amateurs, c'est pas un reproche, hein, ils sont pas ministres des Affaires étrangères, mais ils n'ont pas fait leur carrière dans cet appareil, qui gèrent les relations internationales en dehors de toutes les règles. Et évidemment, à partir de ce moment-là, un dérapage est toujours possible. Alors, c'est vrai pour Zelensky, c'est aussi vrai pour Trump. Parce que, normalement, dans ce type de réunion, on la prépare avant au niveau des ministres. D'ailleurs, je précise une chose. L'accord, Zelensky, constitutionnellement, ne peut pas le signer. Puisqu'il n'est plus président. Non, pas pour ça. Parce que le président ne peut signer, il ne peut que contresigner ce qu'a signé un de ses ministres. C'est comme en France. Le président est irresponsable. Donc, comme il s'agissait d'un accord et pas d'un traité, le point est extrêmement important, c'était le ministre des Affaires étrangères, ou le ministre de l'économie, ou le cas échéant l'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis, l'ambassadrice, qui légalement pouvait le signer. Et vous savez, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des signatures d'accords, par exemple pour des ventes d'armes entre la France et l'Inde, etc., on voit les deux présidents qui sont derrière les gens qui signent réellement. Absolument. Et qui sont les ministres. Donc, il y a ça aussi, si vous voulez. Que ceci n'ait pas été respecté, ça prouve une extraordinaire légèreté dans l'organisation, que ce soit du côté ukrainien ou que ce soit du côté américain. Est-ce que, vous, tout à l'heure, vous disiez, bon, si je dois résumer un petit peu de façon caricaturale vos propos, quelque part, Volodymyr Zelensky devait y aller un peu en position basse. Oui. Est-ce que ces 3 années de guerre ouverte, où de très nombreuses voix se sont élevées pour expliquer que la Russie était en perdition, que la Russie pouvait perdre, que si on était réunis, l'Ukraine pouvait ressortir victorieuse de ce conflit, tout ça n'a pas contribué un petit peu à donner une vision fallacieuse des réalités à Volodymyr Zelensky? Alors ça, je n'y crois pas. Enfin, plus précisément, je pense que Volodymyr Zelensky est parfaitement informé de la situation militaire. Et il sait très bien que cette situation militaire n'est pas à son avantage, n'est pas à l'avantage de l'Ukraine depuis au moins 18 mois, pratiquement 200. Bon, donc ça, il le sait, c'est pas, la question n'est pas là. Alors, par ailleurs, qu'il y ait toujours ce discours, oui, l'Ukraine va gagner, oui, l'Ukraine va récupérer les territoires, l'Ukraine pourrait même récupérer la Crimée, bon, etc. Bon, c'est de la propagande, c'est assez normal qu'il y ait de la propagande, il y en a des deux côtés, mais
on n'y croit pas, si vous voulez. Quand on est un dirigeant, on sait faire la distinction entre le discours propagandiste, que l'on peut tenir d'ailleurs, ne serait-ce que pour le moral de ses troupes, et puis la réalité. Donc ça, si vous voulez, je pense pas que ce soit le problème. Ce qui est par contre un véritable problème, c'est que Zelensky a été, d'une certaine manière, entouré par les dirigeants européens, qui ont commencé à lui dire « mais tu es le Churchill moderne », bon, etc., et que ça lui est peut-être un petit peu monté à la tête. Or, là, il n'était plus avec les Européens, il était avec un président américain qui avait dit « c'est pas une nouvelle, si vous voulez, c'est pas là où on a compris que Trump était décidé à obtenir une paix rapidement ». Il l'a dit pendant sa campagne pour l'élection aux États-Unis. Il l'a répété depuis qu'il a été élu. Donc depuis novembre, il le dit de manière répétée. Donc, Zelensky sait qu'il ne sera pas dans une situation facile, qu'il sera face à quelqu'un qui veut obtenir de lui toute une série de choses. Quelqu'un qui l'a traité de dictateur aussi ? Qui l'a traité de dictateur, même si après... Alors, Zelensky a eu l'intelligence, il faut le dire, de dire « oui, bon, d'accord, j'accepte cela, bon, ok ». Mais, il est en situation délicate, et surtout, il sait que ce n'est pas une discussion en public qui fera changer le président et le vice-président des États-Unis. Donc, à partir de ce moment-là, on joue les règles du jeu. On commence par remercier beaucoup ses hôtes, on dit oui, grâce à... Et ce qui est vrai d'ailleurs, sans l'aide des États-Unis, l'armée ukrainienne n'existerait plus. Bon, sans l'aide des États-Unis, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Par ailleurs, en tout cas, elle n'aurait pas duré. On aurait eu l'accord au bout des 6 semaines, le fameux accord d'Istanbul. Bon, d'accord. Bon, et on tient ce genre de choses. Donc, moi, ce qui vraiment me pose question, c'est qu'est-ce que cherchait Zelensky ? Il savait qu'il ne ferait pas bouger Trump. Bon, Trump, il a ce rapport assez particulier à la réalité et à la vérité des choses. Mais on le sait, on sait qu'il est comme ça. Ça ne sert à rien en public de lui dire « Non, monsieur le président, vous avez tort ». La seule chose qu'on obtient, c'est qu'il se braque encore plus. Donc on ne le fait pas. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un non-respect des règles, mais vraiment des règles de base qu'il y a dans toute réunion internationale, qui, moi, m'effraie un petit peu, parce que soit ça veut dire que Zelensky avait d'emblée pris la décision, bon, tant pis, je vais au clash avec le dirigeant américain, mais ça me semble très peu probable, soit il est dans l'illusion, mais comme tout le monde s'incline devant moi, je vais l'amener à s'incliner devant moi. Et ça, c'est une folie. Si vous voulez, là, très clairement, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc, il y a un vrai problème. Et, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand Trump et Vance ont compris que Zelensky réagissait comme ça, alors là, ils ont pu, effectivement, dérouler tout leur discours et l'humilier. Mais j'ai dit que cette humiliation n'est pas le but recherché initial. Mais à partir du moment où Zelensky se comporte comme il s'est comporté, alors les autres vont pas se gêner et ils vont utiliser tous leurs moyens, tous leurs instruments pour l'humilier encore plus. Bon. Donc, au final, qu'est-ce qu'il y a ? La situation de l'Ukraine est pire à la sortie de cette réunion qu'elle ne l'était à l'entrée. C'est ça l'important. Oui, bien sûr, Zelensky peut dire « mais moi j'ai défendu les intérêts de mon pays ». Non, tu as défendu l'image que tu donnes au public. C'est pas la même chose. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un universitaire important, enfin, il dirige en fait le centre de recherche sur les relations internationales en Chine, c'est sa réaction. Il dit la position de Zelensky est dramatique pour l'Ukraine, mais elle n'est pas nécessairement mauvaise pour le personnage qu'il s'est construit. Le seul problème, c'est qu'il sacrifie son pays à son personnage. Oui. Donc voilà, c'est ça ce que l'on peut dire. Alors maintenant, évidemment, il va tenter, malgré tout, de remonter le courant.
ça risque d'être difficile. La suite, on s'y attendait évidemment. 4 jours après cette rencontre, Donald Trump a annoncé la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Quelles conséquences cette suspension a-t-elle déjà et peut-elle avoir dans la durée sur la guerre ? Alors, il y a eu 3 choses. D'abord, il y a eu la suspension de l'aide à la reconstruction de l'Ukraine, premier temps. Deuxièmement, il y a eu la suspension de l'aide militaire. Et puis, il y a eu hier l'annonce que les États-Unis arrêtaient le transfert de renseignements. Grosso modo, les États-Unis, à travers leurs infrastructures de l'OTAN, ont mis en place un système qui leur permet de communiquer à l'état-major ukrainien et à la présidence ukrainienne la totalité des renseignements, qu'il s'agisse des renseignements satellitaires, des renseignements photos, des renseignements électroniques. Et donc, c'est ce qui permet à l'Ukraine de disposer de l'équivalent d'une vision à 400, 500, voire plus kilomètres à l'intérieur de la Russie, qui n'est pas la sienne, qui est celle que le fournissent les Américains. Les États-Unis ont fait 2 choses. D'abord, ils ont coupé le partage de ces renseignements avec les Britanniques. Ce qui était déjà une manière de dire, bon, on met les Britanniques hors jeu parce qu'on sait que les Britanniques sont très conciliants avec les Ukrainiens, enfin, il leur passe plein de choses, donc on va que... Et puis après, ils ont coupé le lien avec les Ukrainiens. Là, si vous voulez, le problème qui est posé, il est clair. L'Ukraine ne pourra plus avoir cette capacité, je dirais, de lire par-dessus l'épaule des Russes tous les déploiements militaires qu'ils font. Elle n'a plus cette profondeur par rapport aux attaques par drone et par missiles des Russes. Et c'est tout à fait différent, si vous voulez. Une chose est d'avoir un horizon de 500 à 600 kilomètres. Alors, pour un missile qui arrive à 1100, 1200 km/h, ça vous donne à peu près une demi-heure pour réagir. Si vous avez un horizon de l'ordre de 150 à 200 km, bah c'est 3 fois moins. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Hein. Finalement, ça agit aussi un peu comme un révélateur, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les États-Unis sont très engagés aux côtés de l'Ukraine depuis le début dans cette guerre, et qu'effectivement, on est quand même très très proche de la co-belligérance. Ah ben tout à fait, mais ça, tout le monde le sait. Si vous voulez... tout le monde le sait, mais tout le monde refuse de le dire. Oui, on ne veut pas le dire, on veut maintenir cette fiction, c'est la vaillance du soldat ukrainien qui permet aux lignes de tenir, même si aujourd'hui ils sont obligés de reculer, etc., etc. Mais la réalité, c'est que il y a du transfert d'armes, alors majoritairement américain, un petit peu européenne, et il y a un transfert de renseignements, si vous voulez, ce qu'on appelle dans le langage militaire, bon, c'est de l'américain, le C3I. C'est le commandement, le contrôle, les communications, et le I, c'est pour intelligence, renseignement. Bon. Donc, ce C3I, il est absolument décisif pour permettre à l'armée ukrainienne de se battre correctement, si vous voulez, dans la situation actuelle. Ce C3I, les Américains ont commencé à le fournir à l'Ukraine peut-être 2 mois et demi après le début de la guerre. Et depuis, ça a été extrêmement important. D'ailleurs, tous les militaires avec lesquels je peux parler insistent tous sur la présence, mais si vous voulez, massive, extrêmement importante de militaires américains dans le commandement ukrainien. Si cela est retiré aux Ukrainiens, là, effectivement, ils vont être face à des difficultés et qui iront en croissante. C'est pas tellement dans l'immédiat la question du stock d'armes, parce que des armes et des munitions, ils en ont pour 2 et 4 mois. 2 mois à l'utilisation normale. S'ils commencent à se rationner beaucoup, ils peuvent encore tenir 4 mois. Qu'est-ce que ça fait 4 mois ? Ben, ça nous amène au mois de juin. Et rappelez-vous, je l'avais dit ici. J'avais dit, je pense qu'on obtiendra un accord. Je ne pense pas que cet accord arrivera immédiatement. Tout le discours de Trump, je vais faire heures, etc., ouais, etc., bon, ça, c'est bon. Mais normalement, on devrait aboutir à un accord au mois de juin.
Eh bien, c'est très exactement ce que Trump est en train de faire. Il a pris, si vous voulez, la mesure des réticences des uns et des autres, des difficultés techniques. Il dit, voilà, je fais en sorte que les Ukrainiens ne puissent plus se battre au-delà du mois de juin. Mais ne puissent plus du tout se battre, parce que là, ils seront à sec. Bien sûr. Bon. Et donc, vous avez, messieurs, ces 4 mois pour arriver à une solution négociée. On a le sentiment que, outre la rencontre à la Maison-Blanche, cette décision de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine a très bien fonctionné dans l'esprit de Zelensky, qu'il a compris ce qu'attendait Trump de lui, j'allais dire. On va l'écouter tout de suite. L'Ukraine sera toujours reconnaissante envers l'Amérique pour tout le soutien qu'elle a apporté et continue de lui apporter, ce qui contribue à préserver aujourd'hui les bases de sécurité déjà assez fragiles de l'Europe. Il ne s'agit pas seulement de notre pays, cela concerne tout le monde en Europe. Nous voulons une coopération constructive, nous voulons des partenaires. Nous ne pouvons que regretter ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. Nous devons trouver la force d'aller de l'avant, de nous respecter les uns les autres, comme nous respectons toujours l'Amérique, l'Europe et nos partenaires, et tout faire ensemble pour nous rapprocher de la paix. Je remercie tous ceux qui soutiennent l'Ukraine dans cette démarche. L'Ukraine et l'Amérique méritent un dialogue respectueux et une position claire l'un envers l'autre, surtout lorsqu'il s'agit de protéger des vies pendant une guerre à grande échelle. Bon, là, on a compris, le message a bien été entendu. Il remercie à plusieurs reprises les États-Unis et les Américains. Il rentre dans le rang, quoi. Pas tout à fait, puisqu'il a fait une autre déclaration qui est un petit peu postérieure à celle-là, où il dit que l'Ukraine n'a pas l'intention de négocier sans garantie de sécurité. Et on revient toujours, en fait, à ce qui a déclenché l'incident à la Maison-Blanche. Zelensky veut des engagements formels des États-Unis. Trump ne veut pas donner d'engagement formel. Il faut le savoir, c'est une position, et d'ailleurs, c'est une position qui, à mon avis, va au-delà de l'Ukraine. Hein. C'est un principe général chez lui. Ce qu'il proposait à Zelensky, c'était une garantie informelle par la présence, si l'accord avait été signé entre les États-Unis et l'Ukraine, ça impliquait la présence d'entreprises américaines en Ukraine, et on pouvait penser que c'était, en tous les cas, une forme de geste par rapport aux Russes pour leur dire, si vous commencez à trop casser les choses en Ukraine, vous pourriez toucher des Américains. Donc faites attention. Bon. Mais Zelensky, il n'en démord pas. Il veut toujours cette garantie formelle, il ne l'obtiendra pas. Si vous voulez, s'il a l'illusion qu'avec l'aide des Européens, il pourrait malgré tout faire changer les Américains là-dessus, c'est à mon avis une décision qui a été prise bien en amont et qui va très au-delà de l'Ukraine. Bon. Donc ça, il ne l'obtiendra pas. Et la seule chose qu'il obtiendra à maintenir sa position, c'est de rendre Trump et Vance encore plus agressifs vis-à-vis de lui. Ajoutons à cela qu'il a quand même commis des erreurs, mais antérieures. En particulier, alors, il y a le vieux problème qui date de 2020, pendant la campagne de 2020. Bien sûr. Bon, où il a refusé de transférer à Trump les dossiers qu'il détenait sur le comportement du fils de Biden, de Hunter Biden, en Ukraine. Bon, ça c'est un premier. Mais surtout, il a fait une erreur qui est incompréhensible en matière de relations internationales. Il est allé dans un meeting électoral de Biden et de Kamala Harris. La première chose que l'on fait quand on est à la fois aussi dépendant et dans la situation de fragilité d'un président ukrainien en guerre, c'est de dire, moi de toutes les manières, je négocierai avec quel que soit le locataire de la Maison-Blanche. Et de dire, bon, il peut après, de manière informelle, dire je préférerais que ce soit vous que l'autre, bon, etc. Mais voilà. En même temps, est-ce que c'était pas un peu Zelensky, est-ce que c'est pas la créature des néoconservateurs démocrates? C'était bien logique qu'il aille faire campagne pour les démocrates.
mais il a pris un risque inconsidéré par rapport à l'avenir de l'Ukraine. Une chose, c'est dire, bon d'accord, ce sont les néoconservateurs démocrates qui m'ont mis en... Mais après, il est quand même le président de l'Ukraine, il est capable de faire un petit peu d'analyse. Alors, s'il a cru que parce qu'il y avait eu le changement, parce que Biden s'était retiré et avait promu Kamala Harris, ça allait assurer à Kamala Harris une élection à 90% de probabilité, mais c'est un enfant. Si vous voulez, la première réaction, c'est de dire, oula, on ne sait pas comment ça va tourner. On peut espérer que ça tourne... Voilà, absolument. C'est la première chose qu'il convient de faire. Alors évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, Zelensky espère aussi beaucoup compter sur l'appui européen. Sur cet appui européen, il peut surtout compter sur Emmanuel Macron, avec qui il a une relation parfois privilégiée. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le discours d'Emmanuel Macron. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pour cela que le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine. Bien au contraire. La paix ne peut pas être conclue à n'importe quel prix et sous le diktat russe. La paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Elle ne peut pas être son effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Je vais dire quelque chose d'un peu brutal, mais est-ce que Donald Trump en a quelque chose à faire de ce que vient de dire là Emmanuel Macron? Non. Clairement non. Clairement non. Alors après, Emmanuel Macron pourrait peut-être peser s'il acceptait de rentrer dans la logique de Trump et de lui dire, bon, vous voulez une paix rapide, d'accord. Il est clair que si on veut une paix rapide, il faudra accepter une partie des demandes des Russes. Bien sûr. D'accord. Mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas aboutir et peut-être négocier entre un certain nombre de pays européens, membres de l'OTAN, et vous, des formes de garantie ou de réassurance? Par exemple, l'idée aurait été une garantie américaine donnée non pas à l'Ukraine, mais à la France et à l'Angleterre, qui, eux, donnaient une garantie directe à l'Ukraine. C'est un petit peu comme dans le système financier, vous avez vos assurances qui, elles-mêmes, prennent une assurance auprès d'une compagnie de réassurance. Bon, c'était un petit peu ce type de démarche qu'il fallait mettre en avant. Mais le véritable problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne le dit pas sur un plateau de télévision, on le négocie en secret. Alors on peut aller à Washington, mais on peut et c'est le plus efficace, envoyer des émissaires qui vont eux-mêmes rencontrer des émissaires. Et si on aboutit à un accord, là, effectivement, on se réunit, on dit, voilà, le cadre de l'accord. Bien. Je remarque aussi qu'Emmanuel Macron est dans une contradiction totale. Il dit vouloir une paix juste, bon, mais une paix juste, ça veut dire un accord avec les Russes, et il dit dans le même temps qu'il n'a aucune confiance en Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine aurait trahi tous ses engagements. S'il croit la deuxième chose, la seule paix possible, c'est par l'écrasement complet de la Russie et le départ de Vladimir Poutine du pouvoir. Faut être logique. Bon, ça c'est du délire. Bon. Donc pourquoi est-ce qu'il dit cette deuxième chose si ce qu'il veut, c'est la première chose? Donc oui, il y a là une contradiction évidente dans le discours d'Emmanuel Macron. Outre le fait qu'il a pris des libertés assez grandes avec les chiffres qu'il a donnés, je signale par exemple, pour vos téléspectateurs, que le budget de la Russie ne consacre pas 40% des dépenses aux dépenses militaires. Quand on prend le budget consolidé, parce que la Russie est un pays fédéral, donc il y a le budget fédéral, il n'y a pratiquement pas de dépenses d'enseignement dans le budget fédéral. Bon, oui. Puisqu'elles sont de la charge donc des fédérés, des oblasts et des kraïs. Bien. Même si c'est une éducation nationale qui est nationale, hein, enfin, si vous voulez. Bon, donc c'est le budget consolidé qu'il faut prendre, c'est celui qui est comparable à la France, c'est 17%.
C'est 17%. Oui, mais est-ce que ça n'entre pas dans le fait que les dirigeants européens veulent absolument que la Russie soit effondrée sur le plan économique et qu'elle soit en économie de guerre, ce qui n'est pas vraiment le cas? Alors, effondrée, elle ne l'est pas. Il n'y a aucun risque qu'elle s'effondre dans les mois et dans les années qui viennent. Elle n'est pas en économie de guerre, parce que l'économie de guerre, ça a une définition très précise. C'est, vous commencez à transformer vos industries civiles en industries militaires. Ça n'a pas été fait du tout en Russie? Non. Non. Alors, il y a les industries militaires qui, évidemment, tournent beaucoup plus qu'avant-guerre, oui. Elles tournaient, grosso modo, à 20% de leur potentiel. Elles sont maintenant pratiquement à 90% du potentiel. Bon, d'accord. Mais il y a les industries civiles qui, elles-mêmes, sont très 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 hauts en termes de potentiel. Et d'ailleurs, on le voit. La production civile ne faiblit pas face à la production militaire. Donc, ça, on le sait très bien, la Russie n'est pas en économie de guerre, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas en guerre. Il faut faire attention. Le niveau des dépenses militaires en Russie, il est à peu près le niveau qu'avaient les dépenses militaires aux États-Unis dans les années 60 quand ils s'engagent dans la guerre du Vietnam. Donc, oui, la Russie est en guerre, en réalité, mais elle mène une guerre extérieure, une guerre qui s'apparente à une guerre menée dans le tiers-monde, sauf que là, c'est mené à sa porte, bien, mais pas plus. Donc, tout ce genre de raisonnement est un raisonnement à la fois faux et illusoire. Le véritable problème, c'est comment est-ce que ça peut être entendu des Russes? Parce que on fait comme si les Russes n'existaient pas. Mais les Russes, ils entendent ce que nous disons. Et donc, une chose, ils entendent d'un côté le président qui dit « Je veux un accord clair, je veux pas un cessez-le-feu qui pourrait être violé. » Bon, ça, à la limite, les Russes peuvent parfaitement l'entendre et ils sont d'accord. Oui, nous aussi, on... Enfin ça, si je peux me permettre de vous interrompre, quand Emmanuel Macron est reparti de Washington, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas de cessez-le-feu, il a parlé de trêve. Oui. Bon, c'est ce que je disais la semaine dernière, trêve, cessez-le-feu, c'est pareil. Donc en réalité, il change d'avis aussi comme de chemise. Alors, on peut penser que là, il a fait l'erreur de se dire, on pourrait peut-être adopter la méthode qui ne marche pas d'ailleurs, du Moyen-Orient, de la guerre de Gaza. On fait une trêve et puis, dans le cas de cette trêve, on négocie... Les exigences humanitaires sont pas du tout les mêmes. Bien sûr, bien sûr. Bon, ok, ça c'est un autre problème. Mais bon, il dit... Je veux une paix solide. Alors, les Russes vont dire oui, d'accord, mais voilà notre conception d'une paix solide. Et puis après, on discute là-dessus. Mais après, il dit, mais je n'ai aucune confiance dans le dirigeant russe. Donc les Russes disent, donc tu veux pas négocier. Et ça, si vous voulez, c'est tout le problème. Le drame, c'est qu'on ne sait jamais quand Emmanuel Macron parle, s'il s'adresse aux Français ou s'il s'adresse à l'opinion internationale et aux Russes. Bien. Or, un président, il doit parler essentiellement à l'étranger. Bien sûr. Donc, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est un problème qui date depuis le début. Par exemple, quand Emmanuel Macron révèle la teneur de ses entretiens avec Vladimir Poutine, c'est une faute diplomatique majeure. Il le fait pour se mettre en scène par rapport aux électeurs français. On est, je le rappelle, dans la campagne électorale de 2022. Bien sûr. Bien. Mais est-ce qu'il a pensé un instant aux répercussions de son action dans l'esprit des Russes? Parce qu'aujourd'hui... Rupture de confiance définitive. Tout à fait, il n'y a plus aucune confiance. Donc, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a un président qui tient un discours qui est contradictoire, qui dit une chose, puis qui dit après, mais pratiquement dans la même phrase, une chose qui contredit... c'est le en même temps. Alors c'est plus que dur, excusez-moi, parce que le en même temps, on veut dire oui, mais un côté, de l'autre. Il y a une manière de pratiquer le en même temps qui est une manière de dire je comprends les intérêts des deux parties. Oui. Alors je pense qu'il faut arriver à un accord, mais je comprends que les deux parties aient des intérêts. C'est ça le véritable en même temps. Bon, non, ça c'est autre chose. C'est je dis une chose et dans la foulée, je dis une autre chose qui est complètement contradictoire. Excusez-moi, c'est psychologiquement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et en plus, je dis une chose
en direction des Russes, et dans le même discours, je dis quelque chose qui est à usage des Français ou des Européens, mais que les Russes entendront quand même, bien sûr. puisque c'est dans le même discours. Là, vraiment, il y a un problème, et je répète ce que je dis, et je le dis depuis maintenant pas mal de temps, il y a une incompréhension des règles de base de la diplomatie qui est un des problèmes majeurs avec notre président. Alors, cette espèce de en même temps, cet oxymore, j'allais dire, diplomatique, il est aussi pratiqué par Volodymyr Zelensky, qui, in fine, se réaligne sur Washington en expliquant qu'il les remercie, qu'il est d'accord pour négocier, qu'il est d'accord pour signer un accord, etc., etc. Mais dans le même temps, il remercie l'Europe de ne pas le lâcher, de continuer à l'aider, à aider cette guerre en Ukraine, à aider les troupes ukrainiennes. On a l'impression aussi que c'est très compliqué aussi pour lui de mener une ligne vraiment cohérente. Et tout cela parce que, en réalité, c'est la position révolutionnaire depuis l'arrivée de Donald Trump qui chamboule les relations internationales. Pas seulement. Oui, vous avez raison, c'est effectivement... il y a la position de Donald Trump annoncée, si vous voulez. Il ne nous a pas pris par surprise quand il est devenu effectivement le président le 20 janvier, quand il a pris ses fonctions. Il avait annoncé tout ce qu'il fait depuis novembre, et parfois même depuis avant novembre. C'était dans son discours de campagne. Ben oui, on a un homme politique qui, une fois élu, va appliquer une partie des choses sur lesquelles il s'est fait élire. Ouais, je comprends. Je comprends que ça puisse surprendre en France, où c'est pas exactement la pratique française, mais bon, voilà. Mais il y a une autre chose qui est importante pour Zelensky. C'est que, oui, il est le président en Ukraine, mais il doit faire face en Ukraine à des factions dont les positions sont très différentes, et en particulier à une faction ultranationaliste qui ne veut pas entendre parler de paix. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens? Parce que concrètement, ils savent bien que l'Ukraine ne va pas gagner. Mais vous êtes face à des gens, il suffit d'ailleurs de lire la presse ukrainienne, de gens qui sont dans une logique absolument suicidaire, qui consiste à dire, oui, nous allons peut-être perdre, mais nous allons perdre, entre guillemets, avec les honneurs, et donc le souvenir de notre lutte restera et irriguera la pensée ukrainienne et nous permettra, dans 20 ans, dans 30 ans, de reprendre le combat. Excusez-moi, mais c'est exactement le discours que tient le Hamas. Quand le Hamas dit « Oui, peut-être qu'il va falloir faire massacrer 1, 2, 3 générations, mais à la fin des fins... on triomphera. » on triomphera, mais c'est exactement le même type de discours. Donc, il faut savoir qu'on a ce type de fanatique en Ukraine et que ça pose un problème de sécurité personnelle pour Zelensky. Donc, et c'est ça que je ne comprends pas, si vous voulez, pourquoi Zelensky n'utilise-t-il pas cet argument, qui est un argument réel, dans sa relation avec Trump? Il aurait très bien pu dire avec Trump, « Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, mais en Ukraine, il y a des gens qui ne veulent pas entendre cela. Pouvez-vous m'aider à leur faire entendre raison, parce que vous comprenez bien que si moi je signe cet accord